Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous avez passé un bon début de semaine. Nous, j'espère aussi. Je dis ça parce que on tourne en avance, donc j'espère aussi que jeudi prochain, nous allons passer une bonne début de semaine. J'espère que la semaine sera bonne. Normalement, je veux pas nous porter la guigne, mais Vas-y, touche le bois. on doit avoir des bonnes nouvelles. J'espère. Cette semaine, on va vous parler des 7 légendes urbaines pour ce qui concerne l'immobilier. Je pense que ça peut être un bon sujet mindset. Et en fait, d'une manière générale, à chaque fois, c'est des peurs qui reviennent souvent dans nos DM quand on nous écrit pour savoir comment on a fait, etc. Et dans les commentaires surtout. Et dans les commentaires... Parce que vu qu'on a un réel qui a fait quasiment 1 million de vues, on a des commentaires comme ça. On a un peu siphonné le bas-fond d'Instagram. Du coup, effectivement, il y a beaucoup de choses qui reviennent mais qui sont complètement fausses. Donc, c'est histoire de rassurer tout le monde et de motiver un peu les troupes. Ouais, puis même, je trouve que c'est souvent, vous, si vous en parlez autour de vous, des mythes qu'on va vous lancer à la figure. Et je trouve que c'est bien que vous ayez un peu les éléments de langage pour y répondre. Ouais. Ça, c'est une question qu'on a eu 15 milliards de fois. On a déjà répondu plein de fois aussi sur le podcast. La première légende urbaine, c'est qu'il faut d'abord acheter sa résidence principale. Alors oui et non. Oui, franchement, ça pour le coup, c'est la seule où ça dépend des cas, en fait, ça dépend de votre stratégie. Est-ce que vous êtes plutôt dans une dynamique de vouloir faire éventuellement de l'achat-revente et que vous voulez, entre guillemets, essayer de transformer l'acquisition de votre résidence principale en une opération immobilière, auquel cas ça peut valoir le coup de commencer par ça. Ce qui est sûr que ce qui n'est surtout à ne pas faire quand on achète sa résidence principale, c'est rester vraiment dans la RP passif. Alors ça, c'était très à la mode, je dirais, il y a 2-3 ans, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, de toujours dire que la RP, c'est un 100% un passif, ça vous coûte de l'argent, ça vous rapporte rien. Ce qui est vrai, c'est que quand vous êtes locataire, votre loyer aussi est un passif et vous coûte quelque chose. À un moment donné, il vaut mieux se loger. Et c'est vrai que d'être propriétaire de ces RP, au moins, ça permet que vous amortissiez un capital quelque part. Ouais. Moi, ce qui va surtout pour moi être déterminant, c'est que votre RP, ça doit être une opération immobilière. Même si vous n'avez pas en tête de faire un achat-revente, il faut toujours que vous ayez dans la démarche de vous dire, ok, j'achète ma résidence principale maintenant, mais c'est évident que si je la revends dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurai forcément une plus-value. Faut pas que ce soit une plus-value de 50%, mais voilà, faut que vous fassiez une bonne opération, quoi qu'il arrive. Et l'autre point important, c'est que si vous n'avez pas pour objectif de forcément faire vraiment de l'achat-revente pour sortir un capital, à ce moment-là, vous ne devez pas vous endetter au maximum de votre taux d'endettement avec votre RP. À ce moment-là, vous devez acheter une petite RP et idéalement, ce qu'il faut viser, pour moi, ça aussi, c'est une bonne manière de savoir par rapport à la zone où vous vivez si ça vaut le coup pas d'acheter sa résidence principale, c'est de voir si acheter une RP avec tous les coûts que ça induit, donc le crédit, l'entretien, la taxe foncière, ça vous coûterait plus ou moins cher que d'avoir un loyer. Oui. Exactement. Parce que nous, pour le coup, c'est un peu le cas. On a une RP qui nous endette pas énormément sur nos revenus. Et en plus, elle nous coûte pas très cher. Enfin, je veux dire, ça nous coûterait quasiment la même chose si on avait un loyer. Donc, au final, il vaut mieux qu'on rembourse un prêt. Ça nous coûterait même un peu plus cher si on avait un loyer. C'est possible. Et actuellement, on paye 1 000 € de crédit. Alors, dedans, il y a un petit peu d'intérêt parce qu'on avait fait les boss à l'époque. Je crois qu'on a taux moyen sur... C'est 0,85. Ouais, donc on paye vraiment que dalle en intérêt. Il y a un peu d'assurance emprunteur, mais ouais, ça nous coûte 1 000 € pour même un peu moins de 1 000 €. Après, on a quelques charges de copro, une taxe foncière, 0 entretien vu que c'est neuf. Ouais, et je pense que du coup, pour ceux qui savent pas, on est dans la région de Montpellier, donc on est dans un village collé à Montpellier. Je pense que un appart comme ça, de cette taille-là, ce serait 1 200 par mois, je pense. Aussi bien placé, ouais, je pense que c'est à peu près ça. Donc oui, et c'est surtout que je pense que quand on veut acheter sa RP et qu'on veut faire les choses de manière intelligente, par exemple, ce bien-là, pour nous, c'est pas le goal. Genre, on est d'accord ou pas? En fait, on l'a pris parce que c'était une opportunité de faire une plus-value. On a une grosse plus-value dessus actuellement. Et mais en soi, c'est pas du tout... vivre en appartement, voilà, ça, c'était pas notre deal à la base, mais il cochait les cases d'une résidence principale utile. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pris. Je pense qu'il faut réfléchir dans ce sens-là. Totalement d'accord avec toi. Ok. Et ce que tu disais aussi, c'est vraiment pas éclater son taux d'endettement parce que là, les banques... deuxième légende urbaine, il faut attendre la bonne opportunité. Je pense que ça, c'est la meilleure excuse
Ouais, ça, tous les temps. ça on Parce la que voit vraiment tout le temps. C'est: «Ah ben non, pas maintenant, j'attends, je vais finir par dans trouver une bonne l'héritage affaire de et je sais pas cetera. qui, mon J'attends de, travail, changer de travail ou de mettre X milliers d'euros de côté et cetera». Il y a toujours une bonne excuse pour ne pas, investir et attendre la soi-disant affaire parfaite qui va vous tomber, tout cuit dans l'assiette. Ça n'arrive pas et c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste. La première opération que vous allez faire, ça va pas être la plus belle, ça va pas être la plus rentable, c'est pas celle qui va vous enrichir le plus. Ça doit être juste une bonne première opération qui doit être ni plus ni moins que bonne. Elle a pas besoin d'être excellente, elle a pas besoin d'être parfaite et du coup attendre l'opportunité parfaite, c'est pas bon. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas sur les chiffres, la stratégie, l'exécution, les travaux que vous devez faire. Il y a vraiment un million de choses qui à chaque fois peut vous faire dire: «Ah ben non, c'est pas l'opportunité parfaite». À un moment donné, c'est ça aussi, l'investissement, c'est qu'il y a une petite part de risque et vous devez accepter à un moment donné de vous mettre un peu en stress et de sortir de votre zone de confort pour faire votre premier OP, c'est obligatoire. Je pense qu'en plus ça s'applique pas qu'à l'immobilier d'une manière générale. Ça, je pense que c'est vraiment un effort de mindset et de un peu casser ses croyances limitantes. Il y aura jamais de situation parfaite. C'est-à-dire pour vous lancer à votre compte, pour je sais pas, changer de travail, acheter une je sais pas, partir en voyage, enfin je sais pas, chaque situation, rien ne peut être totalement aligné et il faut apprendre à lâcher prise là-dessus, qu'on peut pas toujours tout contrôler et comme tu disais, bah, c'est la petite part de risque. Dans l'immobilier, elle existe et dans la bourse, dans les cryptos aussi. Mais vous pouvez toujours faire les choses de manière intelligente, même si, bah, je sais pas, l'argent que vous attendiez n'est pas encore arrivé. Tu vois, tous les freins qu'on peut s'imaginer, il faut vraiment les lever et ça, que ce soit pour l'immobilier ou pour autre chose. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, surtout qu'il y a, une autre chose là-dessus, c'est que souvent ceux qui ont tendance à attendre la bonne affaire, ils attendent vraiment quand je dis qu'elle tombe dans l'assiette, c'était plus qu'une image. Faut aller la Ils chercher, ils ouais. vont pas faire de recherche et en réalité, bah, surtout votre, 1re, bonne affaire, le premier bien rentable que vous allez acheter, dans l'épisode de lundi justement, on parlait de comment définir un bien rentable. En fait, Ouais. il faut faire des recherches, faut, que vous commenciez à étudier votre marché, que vous commenciez à vous faire une idée, de combien ça s'achète, de combien ça se loue, dans la zone où vous voulez faire votre investissement et ça va commencer par devoir aller rechercher sur le bon coin, téléphoner à des agents immobiliers, faire des visites et c'est pas en restant dans une posture attentiste chez vous que vous allez trouver une bonne affaire. Ouais, ça c'est un truc que mon père il dit souvent, mais la chance, ça se provoque et c'est vrai. Des fois, ça arrive que la bonne affaire, elle vous tombe dessus, mais elle ne peut pas vous tomber dessus si vous n'avez rien fait pour la provoquer avant. Si vous vous êtes pas renseigné, si vous n'avez pas cherché, si vous n'avez pas déjà commencé à faire des actions là-dedans, elle se pointera jamais. Donc, provoquez votre chance. Tu veux dire la suivante? Ouais, bah, la suivante, elle est pas mal aussi, ça, on l'entend pas mal et c'est ce qui prouve, aussi qu'elle est généralisée sur le marché, c'est que ça a un impact direct sur, la quantité d'adversaires potentiels que vous allez avoir autour d'une bonne affaire. C'est, on ne peut plus investir avec les taux actuels parce que les taux sont trop élevés. Alors, là déjà, vous allez avoir tous ceux qui vont vous dire qu'avant les taux étaient beaucoup plus élevés. Ça oui, moi se baser sur les taux avant, sachant qu'on n'a pas les mêmes prix de l'immobilier, pour moi c'est pas le bon argument qu'il faut avoir là-dessus. C'est surtout, faut se poser la question, est-ce qu'au taux actuel, les rentabilités que vous pouvez avoir dans l'immobilier restent intéressantes ou pas? Mmh. Et la réalité, c'est que oui, parce que quand vous achetez un bien à 10%, même si vous empruntez à 3%, vous allez quand même gagner grosso modo la marge que vous avez entre votre taux à 10 de votre bien immobilier et le taux à 3 que vous payez le crédit. Ouais, carrément, même. Sachant que nous, on en a, bah, on vous avait dit, de notre RP jusqu'à, je sais même plus, le plus haut qu'on ait acheté, je pense que c'est 4,15 qu'on a. 4,15, ouais. Toujours sur les mêmes, sur le même bien, c'est là où il y a les apparts avec Enedis. C'est Ah non, c'est celui-là? 4,10, 4,15, c'est les locaux commerciaux. Putain, on en a 2 à 4, Ouais. plus de 4, ouais. Et nous, on a connu tous les taux parce qu'on a commencé, bah, toi 2017, tout seul et Des taux à nous moins de 1, à moins de 1 et après, bah, des taux autour jusqu'à de 1 jusqu'à mi-2022 et après c'est parti en couille. ouais et pourtant ça nous a pas freinés, ni pour trouver des bonnes affaires, ni pour, générer du cash flow, ni pour emprunter. Oui. Donc ça revient peut-être un peu avec le truc qu'on disait tout à l'heure, il y a pas de situation parfaite, les taux ne seront jamais, ceux que vous attendiez. Mais en fait, c'est faisable. Oui, tout à fait. En fait, il faut bien voir que, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir trouver des bonnes affaires. Alors, il y a eu quand même des périodes difficiles. Moi, je vous cache pas que, par exemple, pour nous, 2022-2023, ça a été des périodes un peu plus dures pour faire des bonnes affaires parce qu'on était dans un marché où les taux montaient, donc où notre coût de financement était assez élevé et où les vendeurs avaient pas encore pris la mesure que le marché de l'immobilier était, si ce n'est dans une phase baissière, au moins dans une phase de stagnation. Ils attendaient toujours, de vendre plus cher que, ce qu'ils pouvaient vendre en
2021. Donc c'était un peu une problématique pour nous là-dessus, du fait que les négociations étaient un petit peu dures et qu'on a dû pas mal batailler. Ce qui nous a finalement aidé, c'est un peu le marché, dans le sens que les taux qui montent, en fait, ça fait fuir les potentiels acquéreurs et qu'en fait, on avait moins de concurrence. Et là, petit à petit, on commence à le voir. 2025, les taux baissent. Alors, ils baissent pas non plus à 20 milliards de, de décimales, mais grosso modo, nous, de ce qu'on voit, on va dire mi-2024, vous étiez autour de 4. Fin 2024, vous étiez à 3,80, 3,5. Là, à l'approche de l'été 2025, vous pouvez commencer à envisager d'emprunter en dessous de 3. Ce qui est quand même pas mal et qui fait quand même une grosse différence en termes de cash flow et de coût de votre échéance de prêt. Et en fait, il n'y a pas encore énormément d'investisseurs qui sont revenus sur le marché. C'est pour ça que c'est vraiment un bon moment pour se lancer. On le voit, nous, il y a pas mal d'investisseurs qu'on accompagne. Ils font des négos ou des fois on fait des offres à moins 30%, qu'on s'attend à ce qu'elles soient refusées parce qu'à un moment donné, on peut pas non plus proposer moins 50% sur un bien. C'est compliqué. Donc déjà, des fois, on tape assez bas avec des moins 30% et elles sont acceptées au premier coup. Donc ça veut bien dire qu'en fait le vendeur en face probablement il a eu aucune autre offre, parce que s'il avait eu d'autres offres, ça m'étonnerait qu'il y ait eu des offres à moins de 30%, donc il les aurait acceptées. Donc c'est vraiment qu'on a quand même des vendeurs qui ont du mal à vendre, qui veulent se débarrasser des biens pour récupérer du cash, et du coup ça c'est aussi grâce au taux finalement, c'est-à-dire que si on était resté avec des taux à 1, il y aurait moins de marge de négo, les vendeurs seraient encore en position de force et vous auriez beaucoup plus de concurrents. Actuellement, tu trouves que le marché est lent ou pas? Parce que du coup, on a plein d'élèves qui investissent et... Alors ça dépend ce que tu entends par lent. Moi je trouve qu'on peut trouver des bonnes affaires assez rapidement. Par contre c'est vrai que les notaires ils dorment, les banques ils dorment un peu, et du coup après c'est pas beaucoup plus lent qu'avant. Regarde les OP, le temps que ça nous prenait en 2020 et regarde le temps que ça nous prend aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Je dirais juste que ça s'est pas accéléré. Par contre quand t'es vendeur, et c'est notre cas actuellement parce qu'on vend en appartement, on n'a pas non plus... c'est vrai que on a des demandes, pas full mais je veux dire, ouais. on a aussi beaucoup de visites qui n'ont pas donné lieu à des offres, ce qui est un peu étonnant. Tu vois, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une négociation, et ça des fois c'est un peu bizarre. Ouais. Après bon, c'est la vie, ça va se débloquer. Enfin, moi, le dernier argument que je vous donnerais pour le fait qu'il faut quand même investir avec les taux actuels, c'est qu'en réalité, vous allez les renégocier. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, soit les taux vont continuer à monter, en soi, investir avec les taux actuels, c'est-à-dire que vous aurez quand même des taux aujourd'hui plus faibles que ce qu'ils seront demain. Soit si les taux baissent, en réalité, vous pourrez renégocier votre taux dans 1, 2 ans, 3 ans. Non, faudrait qu'on le fasse d'ailleurs, non? C'est encore un peu tôt. J'y pense, j'ai toujours 5 ans de ma tête, mais là c'est un peu tôt parce qu'on va passer en fait, si tu veux, la banque elle te fera jamais le même taux qu'elle fait à ses nouveaux clients aujourd'hui. En gros, si par exemple on a 1,5 point d'écart, il va nous proposer 1 point, tu vois. Donc là si on renégocie aujourd'hui, on va passer quoi à 3 à 30. Ouais, je préfère attendre encore un peu qu'on passe de 4 à 2,5, ça serait pas mal, tu vois. Exactement. La fiscalité va tout ruiner. Oui. Non, Alors là, malheureusement, oui. Ça, faut le dire. Non, plaisante. Ça, c'est quelque chose aussi. À chaque fois qu'on parle de nos chiffres en loyer, de nos lots sur Instagram, ça génère pas mal de... Oui, et vos impositions en revenus fonciers. Oui, est-ce que vous payez les filles? Il y a un bug. Montrez vos 2044. Il y a un bug qui nous a dit montrer la 2044. Ouais, et j'étais là. Alors pour ceux qui ne savent pas, la 2044, c'est les revenus fonciers. Mais j'étais là, mais qui en 2025? En plus, il était pas si vieux, il devait avoir la quarantaine, je pense. Il devait avoir la quarantaine, il avait l'air d'être agent immobilier ou quelque chose comme ça. Et je me dis, mais qui remplit encore des 2044? Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte, monsieur? Nous remplit des 2065. Il y a encore des gens qui travaillent dans l'immobilier qui n'y pipent rien en fiscalité aujourd'hui, en 2025, c'est grave. J'ai trouvé ça un peu triste, du coup. Mais oui, ça, c'est un truc qui génère vachement de réactions négatives en mode, vous devez vous faire ponctionner. Alors oui, forcément un petit peu, mais surtout les taxes foncières au final. Ça, en fait, c'est ça qui nous, ça c'est quelque chose que sous-estiment les gens qui justement n'investissent pas, c'est que tout le monde imagine l'impôt sur le revenu ou je ne sais quelle autre fiscalité. La fiscalité, je trouve la plus lourde aujourd'hui sur un propriétaire immobilier en France, c'est vraiment la taxe foncière. Là, par exemple, chaque année, on paye quasiment pas d'IR ou d'IS sur nos sociétés. Par contre, là, on a fait les calculs cette année. Je pense qu'on va dépasser les 20 000 euros de taxes foncières, tout bien cumulé, peut-être même encore davantage que ça. Donc vraiment, c'est vrai que les taxes foncières, c'est un vrai sujet. Et c'est, je pense, là où un peu là où on ne l'attend pas. Après, bien évidemment, c'est pour ça que quand vous regardez une OP, vous regardez aussi le montant de la taxe foncière et combien vous allez avoir chaque année qui va partir dedans. Et si c'est intégré dans votre coût du bien, entre guillemets, la taxe foncière, c'est pas ça qui empêche que vous fassiez un bon investissement. Mais c'est pour ça que moi, je me sers de cet exemple-là pour montrer que vraiment la fiscalité sur l'immobilier, elle existe, mais on n'est pas non plus, par exemple, on est moins imposé sur notre immobilier qu'on le l'était sur nos salaires, par exemple. Largement.
Et ça après on a déjà parlé, plein de fois sur le podcast, mais on peut un petit peu le réexpliquer. Comment est-ce qu'on se rémunère grâce à l'immobilier? Déjà, en théorie, si vous avez énormément de lots comme c'est notre cas, vous avez aussi énormément de comptes courants et avant de le récupérer, il se passe quand même quelques années. Pareil, vu que vous êtes, sur, une comptabilité de société, vous amortissez vos biens. Donc là aussi, avant de dégager un résultat positif, il se passe quelques années, même si ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Et à partir de ce moment-là, il y a la flat tax en fait. Et 30%, c'est OK, contrairement à 80% sur les salaires, quoi. Ouais, complètement. Après, t'as même, je pense, oublié le principal là-dessus, c'est en fait, quand vous commencez à investir et que vous avez pas mal de lots, c'est il y a l'IS obligatoirement. Oui, c'est ce que je dis en société, du coup. Ouais, voilà, en société, pour moi, c'est vraiment la base quand on investit en France niveau fiscalité, c'est comprendre comment fonctionnent les sociétés, comment fonctionne la fiscalité des sociétés et pourquoi vous devez passer par là. Pour moi, c'est vraiment la base. Et en fait, la fiscalité va tout ruiner. Non, c'est juste que vous devez quand même anticiper ce point-là et savoir au moment où vous allez faire votre investissement quel est le régime fiscal qui va s'appliquer, pas juste entre guillemets laisser le régime de droit commun. Sinon, vous allez vous faire là pour le coup, vous allez vous faire pas mal ponctionner. Et il y a quand même ça c'est un peu la controverse avec Macron, je trouve, mais il a quand même facilité la fiscalité des entreprises par rapport à avant. En tout cas, l'IS est de plus en plus, de moins en moins cher, je dirais. Et il y a eu la création de la tranche à 15%, le taux normal est passé de 33 à 25. Voilà, donc il y a quand même des choses qui s'améliorent. Pareil, il y a un bon système, c'est la holding. Et commencez un petit peu à vous renseigner sur toutes les charges mixtes que vous pouvez faire passer. Ça, on le dit souvent, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui passent quand même en société, même si on vous retient une petite quote-part d'utilisation personnelle. En fait, c'est toujours un truc qui est pas flat, quoi, pour vous. Donc voilà. Prochaine légende urbaine, ça me fait rire aussi. Nos parents, ils étaient un peu du style à dire ça. Oui. Vous ne trouverez jamais de locataire. Oh, Bibiche, bien sûr que si. Il y a une giga crise du logement en France. Oui. Vous trouverez toujours des Vous locataires. n'imaginerez pas le nombre de demandes que vous allez avoir. Et autant, nous, quand on a commencé l'immobilier en 2007-2018, il y avait des périodes dans l'année, y compris dans les grandes villes, où c'était pas la foule au portillon pour faire visiter et trouver des locataires. Autant, là, aujourd'hui, on a une époque où, en fait, ça se voit que ça manque de logements et vous avez un nombre de bons profils qui vont vous demander si vous pouvez les faire visiter, s'ils peuvent prendre votre appartement, qui est vraiment important. C'est ça, je pense la difficulté, c'est pas trop d'avoir de la demande, c'est surtout de sélectionner le bon locataire. Parce que je pense que je l'ai dit il y a quelques épisodes déjà de ça. Nous, par exemple, on sent qu'économiquement, là, ça commence à être dur pour certains locataires et ils nous rendent les appartements parce qu'ils arrivent plus en travaillant, ils arrivent plus à payer leur loyer. Enfin, ils ont peur de se mettre en danger, donc ils préfèrent rendre l'appartement. Et c'est plutôt ça, en fait, c'est trouver des gens qui seront capables d'honorer le loyer jusqu'au bout parce que économiquement ça va pour eux, quoi. Je pense que c'est plutôt ça la difficulté, mais oui, non, comme tu disais, vraiment il y a énormément de demandes. Je sais que nous sur les apparts sur Montpellier, on est obligé de bloquer en fait. Tu sais, tu laisses combien de temps? Généralement un jour, un truc comme ça, non? Ouais, Pour une après-midi en général. Sinon, après, on reçoit genre 120 demandes en une après-midi. On peut pas se rendre compte. On peut même pas répondre à tout le monde, quoi. Ouais. Et pareil sur tout ce qui est vous le savez, mais nous on est très penchés locaux commerciaux et bureaux pro. Là aussi en fait on trouve toujours preneur. C'est peut-être un chouille plus lent, mais souvent il y a quand même de la demande et là aussi il faut sélectionner le bon locataire. Tout à fait. Là, vous allez surtout avoir une problématique qui est arriver à trouver le bon prix, le bon loyer pour Ouais. votre bien. C'est plutôt ça qui va être important. C'est que si le bien est au bon prix, même si vous pouvez être sur la fourchette haute, normalement, il y a toujours une fourchette de marge entre le bien le moins cher, le bien le plus cher. Simplement, faut pas être en dehors de cette limite parce que des fois, vous avez des effets de prix psychologiques et nous, on a pu voir des fois sur des loyers à 20 € près. On passe de 3 demandes par semaine à 20 demandes par semaine. Ça peut être assez impressionnant. Donc, c'est surtout aussi de bien faire votre étude de marché et de mettre des fausses annonces en amont. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais, du coup, ouais. Ouais, t'allais dire ça, pendant que vous êtes justement en train de faire l'acquisition, ne perdez pas de temps, commencez déjà à mettre des fausses annonces de votre futur bien pour commencer à tester un peu le marché. Vous mettez d'abord dans la moyenne, puis si vous avez beaucoup de demandes, vous augmentez petit à petit, vous essayez de trouver le prix idéal entre vous, avoir un loyer élevé et le nombre de demandes que vous allez avoir. Et ne soyez pas trop surpris, des fois il peut y avoir une saisonnalité. Nous on se rend compte que le début d'année généralement c'est pas là où on a le plus de demandes, mais là par contre depuis mai, pump it up, il y a vraiment énormément de demandes. Assez d'accord avec toi. Donc voilà, faut aussi prendre ça en compte qu'il y a une espèce de saisonnalité quand même en immobilier.
Légende urbaine suivante, il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir. Ça Putain, là, aussi. on a un giga contre-exemple en plus, nous, Oui, et puis même, c'est dans surtout nos élèves, ouais. qu'en plus, ça, c'est quelque chose qui est revenu à mort dans les commentaires de nos réels. C'est oui, bah, vous avez dû commencer avec un patrimoine, papa et maman vous ont donné beaucoup d'argent, c'est pour ça que vous avez pu investir autant. Alors que non, justement, quand vous savez faire de l'immobilier, quand vous comprenez l'intérêt de l'effet de levier, en fait, si mes parents m'avaient donné 500 000 balles, je les aurais pas investi dans l'immobilier. J'aurais tout mis sur ETH. Non, je faisais peut-être pas sur ETH pour l'instant, mais ouais, j'aurais tout investi différemment et certainement pas dans l'immobilier, peut-être une petite partie, mais pas la totalité. La réalité, c'est que voilà, si vous voulez faire quand vous faites un gros patrimoine immobilier, c'est normal, dans 90% des cas et dans 90% des success stories qu'on a vus, bah, les gens, ils parlent pas avec énormément de moyens, ils parlent avec un petit pécule de côté, 5, 10, peut-être 15 000 euros, pas beaucoup plus. On a même des exemples dans nos élèves de gens qui sont partis avec zéro de chez zéro, qui ont quand même pu acheter. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un patrimoine pour pouvoir attaquer et pouvoir progresser. Ouais, exactement. Ben oui, on a. C'est le premier d'ailleurs élève qu'on a eu. Il a tout financé à 110%. Je me rappelle, au début, il avait pas un pesos de côté, mais il avait d'autres cartes dans sa manche. Et en vrai, bah, tout est faisable à celui qui veut, hein. Donc, oui. Et puis nous, on a commencé avec quoi? Je crois que. 10 000. Ouais, je crois que C'est c'était à peu près ça. Moi, j'avais 0, toi, t'avais 10 000. Et après, ben, on a mis de l'argent de côté. Au fur et à Et mesure. En réalité, le paramètre le plus important pour commencer à investir et de pouvoir faire un prêt auprès de la banque, c'est un CDI, c'est des revenus stables en fait. Alors bon, si vous n'avez pas de CDI, si vous êtes à votre compte, voilà, faut que vous ayez un peu d'antériorité. Mais en réalité, la banque, elle va préférer un profil qui a 0 euros de côté, mais qui a un CDI avec des revenus stables pour lui faire un prêt, qu'un profil qui a 100 000 euros de côté, mais qui a pas de revenus. C'est bête, hein, mais les tout est banques. une histoire de case, en fait. Exactement. Dans les cases des banques, le revenu stable est plus important que l'épargne disponible. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, les banques ne font pas ce qu'on appelle des prêts à la garantie. Elles aiment pas, en fait, que vous disiez à la banque, bah, regardez, j'ai 100 000 balles, vous pouvez me prêter 100 000 euros. Ça, la banque, elle aime pas du tout. Elle considère que c'est risqué. Elle préfère largement que vous ayez 0 euros de côté, mais vous ayez, regardez, donnez-moi 100 000 balles, je gagne 2 000 euros par mois. Ça, la banque, elle est vachement plus en capacité de le faire. Dernière légende urbaine, l'immobilier, c'est passif. Alors celui-là. Si vous écoutez ce podcast, vous savez que c'est pas vrai. Ouais, voilà, exactement. Moi aussi, quand j'ai commencé l'IMO, c'était la création de revenus passifs, etc. Alors, c'est passif, autant de ce que vous voyez d'un revenu passif. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, des vrais revenus passifs, on se rend compte petit à petit que ça n'existe pas. Il y a très peu de cas où vous pouvez avoir de l'argent qui rentre sans rien faire. Ça serait trop beau s'il y avait des choses qui permettaient de le faire. En général, toutes vos rentrées vont nécessiter du temps et du travail, que ce soit même des investissements en crypto ou en bourse. C'est pas 100% passif non plus. Vous avez un travail en amont de sélection de votre portefeuille, vous devez programmer vos investissements, tout nécessite un travail et l'immobilier en fait bien évidemment partie. Vous allez devoir travailler, vous allez devoir rechercher le bien, vous allez devoir le visiter, vous allez devoir vérifier pas mal de choses pour être sûr que vous fassiez une bonne affaire, vous allez devoir aller voir le banquier, le faire financer, retourner voir le notaire, le signer, faire les travaux, mettre en location. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. L'immobilier, c'est un investissement. Alors, investissement actif, appelez ça comme vous voulez, c'est sûr que c'est pas 100% passif, ça faut quand même l'avoir en tête. Nous on l'avait quand même en tête dès le début, on savait que l'immobilier, il fallait faire pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on n'imaginait pas qu'à un moment donné, en fait, on était toujours dans la croyance qu'au bout d'un moment, ça allait se calmer, qu'il allait plus rien y avoir à faire, même gérer des biens que vous avez déjà depuis pas mal de temps, il y a toujours un peu de temps à y consacrer. J'ai toujours le fantasme que le seul truc qu'on ait à faire sur l'IMO, ça soit juste relancer les loyers. Vraiment, ça serait d'une grâce absolue. Même ça, c'est du travail. Mais par rapport au reste, c'est quand même ok, mais la vérité, c'est qu'il y a toujours des trucs. Oui, il y a toujours un petit dégât des eaux, il y a toujours un petit problème administratif, il y a toujours un locataire qui s'en va. Ça, après, bon, forcément, nous, on a un parc relativement important. On vous dit pas ça pour vous faire peur, juste pour que vous sachiez que c'est quelque chose que vous allez devoir gérer, que vous allez devoir travailler. Et après, il y a des manières aussi d'anticiper ça. Vous pouvez, par exemple, déléguer la gestion. Ça se fait. Même nous, petit à petit, on le met en place. Vous, éventuellement, si vraiment vous voulez pas y consacrer de temps, vous pouvez le faire. Je sais pas à partir de combien de lots tu t'estimes que ce soit vraiment genre plusieurs heures par semaine? Si, j'en avais un peu parlé avec nos élèves, justement. J'ai fait une webconf il y a pas longtemps et j'avais abordé ce sujet-là sur la gestion, le temps que ça prenait. J'estime que par exemple, quand vous avez un lot, ça va vous prendre environ une demi-heure, je dirais, non, par semaine? Non, moins que ça. Pour moi, c'est 1 heure par mois. Et grosso modo, quand vous avez une vingtaine de biens, ça va vous prendre 2-3 heures par semaine, tu vois. Ouais. Donc forcément, nous, on en est à entre 5 et 10 heures par semaine, on va dire. Un peu plus, mais nous, c'est particulier parce qu'on a 2-3 soucis en ce moment. Mais... Oui, après, c'est surtout qu'il y a des pics d'activité. C'est surtout ça la problématique. Ça, c'est qu'en réalité, 2-3 heures par semaine, vous allez me dire, bon, en vrai, ça se gère. Voilà, la problématique, c'est qu'il y a des semaines, vous allez rien faire du
tout, puis il y a des semaines, vous allez y passer 10 heures, quoi. Ouais, je pense que les périodes les plus crevantes pour nous, parce que pour ceux qui arrivent, du coup, on a acheté 50 lots en parallèle de nos jobs salariés pendant 6 ans. On a arrêté début 2025 et je pense que vraiment les périodes les plus dures, c'était quand en fait on passait soit nos week-ends, soit nos soirées à gérer l'IMO parce que il nous était arrivé des dingueries et que tu sais renchaîner comme ça, c'était super dur. Ça, c'était vraiment crevant. Et après, c'est vrai qu'il y a des périodes où bizarrement il se passe rien, donc tu te dis ouais c'est louche. Mais ouais, je pense que tous les 3 mois, il y a un petit pic d'activité. Là, moi, par exemple, j'ai fait plusieurs états des lieux récemment. Bon, ouais, faut faire les visites, faut faire les états des lieux, faut réparer ce qui est pété. Ça prend un peu de temps et après, ça passe. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. En fait, faut juste l'avoir en tête, faut en être conscient et pas avoir une désillusion là-dessus, c'est dommage en fait. Faut juste savoir que voilà, à un moment donné, vous voulez faire du patrimoine, vous voulez gagner de l'argent, mais il va falloir travailler. Nous, on a un pote là qui, en plus, on leur avait dit, je pense qu'on en a déjà parlé aussi sur le podcast, on leur avait dit que commencer par trop gros, c'est pas que c'était infaisable, mais c'est juste que au niveau de la quantité, ça allait leur faire bizarre. Et ils nous avaient dit mais non, enfin on est sûr, etc. C'est bien parce que du coup, je sais pas combien ils ont de lots en tout, 7, un truc comme ça ou... Oui, grâce à cet immeuble, ouais. Voilà, donc c'est bien, mais en fait, là, il y a plusieurs problèmes de travaux. Je dis pas qu'ils sont pas graves, je dis juste que effectivement, ça arrive et en fait, je sens qu'il est pas bien du tout parce que d'un point de vue de la charge mentale, ça fait trop d'un coup en fait. Et ça, voilà, je pense qu'ils se rendaient pas compte quand ils l'ont acheté il y a 2 ans que au bout d'un moment, en fait, en plus, on n'a pas le choix, en fait. Tu sais, tu peux pas arrêter le truc et dire, en fait, non, je lâche les rênes, on verra plus tard. En fait, non, sinon tu perds trop d'argent et les choses se règlent T'es pas. obligé d'aller au Donc, bout, ça c'est ouais. sûr. Et ça, c'est dur, en vrai. Ça, c'est dur parce que dans la vie de quelqu'un qui a pas ça à gérer, ça fait quand même bizarre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que t'avais autre chose à rajouter? Non, je pense que c'était pas mal là, c'était un peu démystifier des mythes, ça faisait, je trouve, un épisode un peu plus léger parce que des fois on fait des sujets quand même un peu lourds sur certains épisodes. Là, ça permet de faire un truc un peu plus léger et je trouve que ça rebondissait direct avec un peu les commentaires qu'on avait sur certains de nos réels, donc je trouve ça pas mal. J'espère que t'as passé un bon moment en tout cas. Ouais, je passe toujours un bon moment avec toi, Jules. Bon, sur ces paroles, on vous remercie de nous avoir Ouais, écoutés. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, à nous rejoindre sur Instagram, quitte le Boomer Dream et la Flouserie. On s'y retrouve toutes les semaines. Et on se dit à lundi pour un prochain épisode. À lundi, à bientôt. Ciao. Free audio post-production by alphonic.com.